On entame donc la dernière séance, dernière séquence de cette 22e université d'automne, pour laquelle on a le plaisir d'accueillir donc Edwige Chirouter. Edwige est professeure des universités à Nantes, enseignante à l'INSPE, et elle est aussi et surtout, et elle y tient, titulaire de la première chaire UNESCO consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants. Elle a consacré de nombreux articles scientifiques en lien à ce sujet, et en lien notamment avec la littérature de jeunesse. Donc merci Edwige d'avoir accepté d'être notre grande témoin de cette année, et je te passe la parole sans plus attendre, parce que c'est toi que les gens sont venus écouter, pas moi. Bon, d'abord et avant tout, un grand merci, mais immense, de l'honneur et de la confiance que vous me faites. J'espère que je vais être à la hauteur quand même, parce que après Philippe Mérieux, merci, et avant Céline Alvarez. Bon, je crois que c'est pas confirmé. Mais ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui étaient avec Stéphane Ebouhelm vendredi soir. Donc, merci beaucoup de la confiance que vous me faites. Voilà, donc allez, on y va, c'est parti. Ce que je vais vous proposer, donc voilà, ça c'est l'intitulé de la conférence générale, c'est à l'école de la pensée, parce que, merci Nicolas, tu l'as rappelé, moi donc je suis chercheur, je suis spécialiste depuis 20 ans d'une pratique qui me tient extrêmement à cœur, c'est la pratique de la philosophie avec les enfants. Donc, avant vendredi, j'avais quand même préparé une conférence sur ce thème-là, histoire d'avoir un fil conducteur où je ne dis pas trop de bêtises quand même sur un sujet que je connais bien. Donc, je vais prendre un fil conducteur. Ce fil conducteur-là de cette conférence, c'est que je vais d'abord insister sur la dimension politique, c'est vraiment important. Moi, je suis formatrice à l'INSPE et c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre à mes étudiantes et eux. Voilà, étudiantes, voilà. C'est qu'on ne fait pas ce métier pour rien. Et voilà. Et je vais montrer cette dimension politique donc à travers ce fil conducteur d'une pratique particulière. Ce n'est pas la seule qui permet de valoriser cette dimension politique du métier, mais c'est celle que je connais le mieux, évidemment. C'est la pratique de la philosophie avec les enfants. Et c'est une pratique qui peut servir, je vais essayer de vous le démontrer, de modèle en fait. Ce qui se joue, ce qui se passe quand on décide de pratiquer des ateliers de philosophie avec les enfants, c'est un modèle, c'est un paradigme de l'école dans son ensemble, d'une école qui pourrait être une oasis, je vais beaucoup reprendre cette métaphore-là, mais une oasis à la fois de décélération pour prendre le temps. Qu'est-ce qu'on en a besoin? Voilà, de prendre le temps pour penser, grandir, travailler ensemble. Une école, évidemment, je vais dire des grands mots, mais il faut les redire, il faut les marteler. Une école de l'émancipation, parce qu'on y croit, voilà, à cette fonction-là. Et une école, je reviendrai aussi beaucoup là-dessus, parce que ça a traversé tous les échanges, une école qui soit un lieu de reconnaissance. Voilà, pour tous, les enseignants, les enfants, bien sûr, toute la communauté éducative et les parents aussi, qu'on arrête de nous mépriser. Voilà. J'ai eu, en entendant toutes les conférences et puis vos questions, aussi vos témoignages, à la fois une parabole que j'avais en tête tout le temps, et puis une petite musique. Et c'est cette parabole et cette musique que je voudrais partager avec vous en introduction. Cette parabole, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle du chêne et du roseau. Voilà. En vous entendant tous, j'ai eu cette image en tête d'une école, d'un corps et d'un cœur enseignant qui plie, mais qui ne rompt pas. Voilà. Et la petite musique, c'est celle d'une école qui résiste et qui prouve qu'elle existe. Et ça, c'est cadeau, parce que c'est pendant 2-3 jours. Comme dans Vice Versa, vous savez, l'idée, donc voilà. Voilà, non mais c'est vrai, voilà. On résiste, on prouve qu'on existe. Parce que contrairement au discours décliniste, réactionnaire, péjoratif et même parfois insultant que l'on entend de certains médias, il ne faut pas dire tous, voilà, de certains hommes, femmes politiques, pas tous non plus. Je vous laisse, voilà, on commence à avoir une bonne liste maintenant. Vous prenez l'exemple que vous voulez, quoi. Mais à l'égard du métier, à l'égard de l'institution, à l'égard des familles, je crois que toutes les communications entendues depuis vendredi montrent que les enseignants ne lâchent rien. Voilà. On lâche rien, on lâche rien.
lâche. Voilà. Oh, mais bon, quoi. Oh. Non, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, mais malgré quand même. Hein. On plie, hein. On rompt pas, mais on plie quand même. Parce qu'il y a des attaques, hein. Il y a des coups. Et malgré les conditions matérielles, salariales, c'est important, qui sont détériorées, malgré le mépris social de plus en plus ressenti par les collègues. Et là, j'ai été extrêmement marquée par la conférence de Benjamin Moignard, hein, cette étude quantitative, 25 000 personnes. Et ce qui ressort, voilà, eh ben, c'est ce mépris qui est ressenti par les enseignants vis-à-vis de l'institution. C'est quelque chose qui est extrêmement frappant dans l'étude. Hein. Ben, malgré tout ça, ben, vous œuvrez au quotidien sans relâche pour vos élèves. Et lors des échanges, vous avez souligné une grande violence institutionnelle et une situation qu'on peut qualifier de schizophrénique, où les injonctions contradictoires sont incessantes, les changements de programme permanents, dans un contexte d'austérité budgétaire, marqué évidemment par le manque de moyens qui vous est donné en termes de formation, de concertation et de temps d'appropriation. Et je pense en particulier aux communications que nous avons entendues sur les usages du numérique ou sur la question de l'inclusion, qui est extrêmement problématique, hein, entre évidemment ce qu'on devrait faire, ce qu'on sait qu'il faudrait qu'on fasse, et ce que nous avons les moyens de faire au quotidien. Stéphane Bonnery a bien montré en ouverture justement de ces journées cette tension particulièrement saillante aujourd'hui entre à la fois l'ambition justifiée des programmes, il ne faut rien lâcher à l'exigence évidemment quoi, de ce que l'on doit à nos élèves, et cette exigence des programmes elle est soutenue notamment par le développement de la recherche en didactique, qui est évidemment de plus en plus complexe, de plus en plus subtil. Stéphane Bonnery a donné l'exemple de l'enseignement de l'histoire, mais c'est vrai, on a eu d'autres communications, je ne peux pas toutes les citer nominativement, mais didactique des sciences, qu'on voit une communication didactique des sciences, des arts, de l'EMC, des mathématiques, toute cette ambition, cette exigence qui est absolument magnifique, hein, et VS, hein, le manque de formation pendant vos vacances, voilà, alloué aux enseignants. Et cette tension, en fait, de faire vivre qualitativement la polyvalence, qui est au cœur de votre métier, hein, et c'est au cœur de vos préoccupations éthiques, hein, il s'agit juste de bien faire son métier, eh ben, cette tension, elle est terrible, et ça, c'est Aline Blanchouin, désolée si j'écorche certains noms hein, des intervenants, hein, hier matin. Donc cette situation de tension, encore une fois, entre l'ambition des programmes, vs le manque de moyens et de temps donnés aux enseignants, participe à creuser, alors ça c'est aussi terrible, hein, mais cette tension, en fait, ça creuse les inégalités sociales entre les enfants. Voilà. Alors, on dit culturellement favorisé, culturellement défavorisé, on peut dire prolétaire et bourgeois. Hein, si on veut regagner un peu aussi la bataille du langage, hein, aussi j'en reparlerai de cette bataille du langage, mais face à ce constat sociologique que vous connaissez, hein, on le sait, l'école creuse les inégalités sociales, et ben ça crée, c'est normal, une vraie souffrance psychique, parce que ça donne le sentiment de collaborer à une politique qui est profondément injuste et d'être à l'opposé, en fait, des valeurs qui président même au choix de faire ce métier. Donc cette situation schizophrénique qui est générée par des décisions politiques concrètes. Ce n'est pas une plaie d'Égypte qui tombe du ciel. C'est important aussi. Et cette situation, en fait, elle est perverse. Je pense qu'il y a une souffrance aussi parce qu'on nous met dans des situations qui sont perverses. Et cette situation, ben, elle engendre une immense fatigue, une culpabilité diffuse contre lesquelles il faut essayer de lutter personnellement parce qu'on n'est pas personnellement responsable de ça, une rancœur, un sentiment de manque de prise par rapport au réel et ce qu'on peut faire finalement dans la classe, donc d'utilité, et on pourrait dire presque au mieux, elle génère une colère. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de cette colère? Et donc malgré tout, désolé, le constat il est un peu beauf, hein. Puis on va voir après comment on peut rebondir avec des pratiques justement qui nous donnent un paradigme. Mais bon, malgré tout, vous voyez, on sait que la situation elle est vraiment difficile, ben vous tenez, et tel le roseau dans la fable, dans la tempête, le corps et le cœur enseignant plient, mais ne rompent pas.
Et voilà, ben bravo, quoi, parce que ça fait du bien d'être ici. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Ça devrait être obligatoire. Tous les 3 ans. Bon, en plus de la formation évidemment allouée, etc. Mais non, mais ces temps-là, ils sont essentiels, quoi. Comment on peut tenir sans avoir ces moments qui sont des moments voilà, ce temps, ces oasis qu'on prend pour réfléchir collectivement ensemble, ces temps de convivialité, c'est vraiment très important aussi, hein, de se serrer les coudes dans la tempête. Et je pense qu'on a une responsabilité collective, les syndicats, les associations, mais les chercheurs aussi. Il faut qu'on puisse prendre la parole, prendre le pouvoir de la parole pour faire entendre notre voix, regagner une bataille du langage et changer de musique, cette musique conservatrice, réactionnaire, méprisante envers l'institution. Et redonner de la voix. Alors ça, j'ai réussi à le placer. On a une communication sur la voix. Voilà. Ça peut servir en classe, ça peut servir en manif. Voilà. Voilà, la voix. Voilà, mégaphone. Entendre nos voix, mais dans les médias, bien sûr, mais auprès des parents, enfin, auprès de tout le monde, quoi. Et regagner cette bataille du langage et réaffirmer à chaque fois qu'on nous dit le contraire. On travaille les fondamentaux. Merci, pas besoin d'y revenir. Voilà, mais fou, hein? Voilà, donc c'est bon, merci, on les travaille. Donnez-nous les moyens, juste, hein, voilà, matériel de le faire, voilà. On traite le programme. Notre problème, c'est pas les parents, voilà, grande majorité, c'est l'institution. Voilà, c'est ce que l'étude de Stéphane Bonnery, là, c'est scientifique. Voilà, on a fait une étude, 25 000 personnes qui nous disent. C'est pas les familles dans leur grande majorité le problème. Voilà, les tensions qu'on a et ce qui nous empêche de faire notre travail, c'est le mépris de l'institution et le manque de moyens qui nous sont alloués. Donc le programme, merci, pareil, on le traite, voilà, et on cultive les valeurs. Vos 30 minutes d'empathie par semaine. J'y reviendrai en conclusion. Voilà, voilà. Bon. Voilà, je pense que c'était important en introduction de faire ce rappel un peu politique des fondamentaux. Voilà, nos fondamentaux, voilà, auxquels on tient. Donc voilà, j'enchaîne sur la philo avec les enfants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler un peu les fondamentaux de politique, éthique, de cette pratique. Je vais vous faire vivre un petit exercice. Ouais. Voilà, ça c'est bien, c'est toujours en amphi, c'est-à-dire, voilà. Alors je parle 20 minutes, après on va... et après je reviendrai sur une conclusion, là aussi politique, de la philo pour enfants comme paradigme d'une école comme oasis de pensée. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence « À l'école de la pensée ». Voilà. Stéphane et Boilem, vous nous regardez là-bas. Voilà, on les salue. Hein. Voilà, on les salue. C'est parti. Ouais, je laisse un peu. Hein. Ouais, bien. Bon. Ah non, mais bon, bref, allez, c'est parti. Allez, j'y vais sur la philo avec les enfants, puis pareil, en montant des parallèles avec l'école comme oasis politique. Alors, bon, c'est vraiment sur mon sujet de recherche, hein, il faut souligner un paradoxe, c'est le paradoxe de cette rencontre qui peut paraître complètement improbable entre deux mondes qui, dans l'institution, en tout cas, ne se rencontrent pas. Le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Vous le savez, la philosophie, et ce n'est pas une exception en France, c'est un peu partout dans le monde comme ça, c'est une discipline qui n'est enseignée que dans la fin du secondaire, voilà, voire même qu'à l'université. En France, je le rappelle toujours, on dit la philo en terminale, vous savez, c'est pareil au mois de juin, la terminale. Ouais, la terminale des lycées généraux et technologiques, pas professionnelle. Il n'y a pas de philo en bac pro, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est un mépris, on va parler de reconnaissance. Parler d'un âge du philosophe. À quel âge on peut commencer à philosopher? Ça, c'est une vraie question philosophique pour laquelle on peut ne pas être d'accord. 5 ans, 7 ans, 14 ans, ok. Mais qu'au même âge, on dise à des jeunes de 17 ans, vous en êtes capable et vous en avez besoin intellectuellement,
Parce que c'est une discipline, hein, tout le monde a compris, la philosophie, ça aide à penser, c'est l'esprit critique. Donc il y aurait des jeunes qui en seraient capables et qui en auraient besoin, et puis d'autres qui n'en seraient pas capables et qui n'en auraient pas besoin. C'est scandaleux. Voilà, c'est dit, redit, à chaque fois je le dis. Mais dites-le aussi, philo en terminale, lycée généraux, technologique, pas professionnel. Ce qui fait que cette discipline, en fait, elle est très élitiste. Si vous travaillez dans des cités éducatives, REP+, etc., il y a de fortes chances, malheureusement, sociologiquement, pour que vos élèves n'aient jamais de cours de philosophie. Voilà. Bon, je sais que parfois, le souvenir que vous en avez, vous vous dites, bah, tant mieux pour eux. Mais non, il ne faut pas dire ça. Il faut rendre, au contraire, cette discipline démocratique, et j'y reviendrai aussi, une pratique où tout le monde se sent légitime, voilà, de l'exercer et qui prenne de la joie, voilà, à penser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, évidemment, quand on commence beaucoup plus tôt à initier les enfants à la philosophie. Je ne sais pas si vous avez reconnu la petite marionnette, hein, c'est Socrate que tient un enfant dans ses mains. Oui, le PowerPoint, je vais le mettre à votre disposition. Il sera sur le site. Hein. Voilà. Et pourtant, alors on a vu cette distorsion, cette tension là aussi entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Et pourtant, mais ça vous le savez en tant que parent, en tant qu'éducateur, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. Voilà. Et dès 3-4 ans, face à une expérience fondamentale, universelle, qu'Aristote, philosophe grec, appelait l'étonnement devant le monde, les enfants nous posent des questions qui sont vraiment déroutantes. Voilà. C'est l'âge des pourquoi, c'est l'âge des comment. Aristote dit que ce qui distingue les humains des autres animaux, c'est d'abord et avant tout cette capacité à s'étonner. C'est parce qu'à l'origine, les hommes, eux, hommes avec un grand chat, les humains, sont capables d'étonnement, voilà, qu'ils vont générer toutes les formes de pensée pour donner sens au monde. Les mythes, les religions, les sciences, les arts, la philosophie existent d'abord et avant tout parce qu'on se pose des questions. Et pourquoi? Et comment? Et pourquoi? Ça vous dit quelque chose? Et pourquoi? Et comment? Il nous saoule. Voilà. Et pourquoi? Et comment? Et on y reviendra. Et si on prend la peine de les écouter, de les reconnaître aussi dans leur statut de petit homme, là, avec un grand H, là aussi, petit humain qui arrive sur Terre et qui regarde les choses. Et pourquoi? Voilà. Moi, ma fille, 4 ans, à l'époque, c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire de la philosophie avec les enfants. Est-ce que le premier homme avait une maman? Puis je la voyais réfléchir. Puis il était tard déjà. Est-ce que le premier homme avait... Parce que s'il a une maman... Et la maman du premier homme... On les a tous eus, ceux-là, et on va où après? Et est-ce qu'il faut être gentil avec tout le monde? Et pourquoi? Et machin, bon, voilà. Et qu'est-ce que c'est dommage, en fait, de ne pas saisir ce moment... Voilà, qui est consubstantiel aussi à cette condition humaine. On est des êtres au monde et on se pose la question du sens, pourquoi on est là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est dommage de ne pas commencer plus tôt la philosophie. Alors, il y a plein de philosophes qui pourtant ont revendiqué ce lien entre la philosophie et l'enfance. Épicure, philosophe grec, qui disait « on n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux ». Donc, on peut s'y mettre aussi pour philosopher. Et puis il y a Montaigne. Je voudrais montrer une citation de Montaigne que j'adore, vraiment, c'est dans les Essais. Elle est tellement d'actualité, c'est incroyable. Donc Montaigne, qu'est-ce qu'il nous dit? De la philosophie. Il est incroyable que les choses en soient là en notre siècle, encore aujourd'hui. Que la philosophie ne soit, même chez des gens d'entendement, même chez l'élite, qu'un nom vain et fantastique. Voilà, philo, quoi, tu vois, le truc... qu'un nom vain et fantastique, auquel on n'accorde ni utilité ni prix, mais ça sert à quoi? Voilà. Aussi bien dans les esprits que dans la réalité. En fait, personne n'en fait de la philo. Bon. On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants, et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Mais qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux? Il n'est rien de plus gai, de plus gaillard, de plus enjoué, pour un peu, je dirais, j'adore, de plus folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps, la philo. Je sais que votre image de la philo en terminale, ce n'était pas forcément ça. Mais justement, une mine triste et transie montre là que ce n'est pas son gîte. Voilà. Donc la philo, c'est folâtre.
Voilà. Faites bon temps. Tout commence par un banquet aussi, hein, cette histoire. Hein. Voilà. Donc, j'y reviendrai, mais pour préparer les ateliers, apéro philo, entre collègues. Voilà. Et folâtre. Voilà. Folâtre, faites bon temps. Voilà. Apéro philo. Non, mais je suis sérieuse, hein. Quand je fais des formations aux ateliers philo, comment on fait pour préparer? Ben déjà, apéro, 18h, on va prendre le bonheur, et puis on va... Voilà. Mais non, mais enfin, moi je crois aussi beaucoup au temps de convivialité qui sont hyper importants dans une profession pour se tenir les coudes. Et voilà, et apéro, philo, voilà. Folâtre, banquet, fête, bon temps. Montaigne, et voilà. Et Sylvain Spector dit même Montaigne, voilà. Voilà, Montaigne, il dit il faut être folâtre, voilà. Et pour justifier ça aussi, voilà. Donc, bon, ça met du temps évidemment. Pour la philo avec les enfants, ça se développe quand même depuis 50 ans sous des formes extrêmement diverses partout dans le monde. D'où, ouais, je suis contente, je suis fière, une chaire UNESCO qui a été créée en 2016. Voilà, qui permet de coordonner un réseau international de chercheurs, de formateurs, d'enseignants, mais vraiment partout dans le monde, qui sont des vrais militants, on peut dire aussi de cette cause. Il faut savoir qu'elle est préconisée dans certains programmes à l'école, je pense à la Belgique. L'équivalent de l'EMC, c'est un cours de philosophie et citoyenneté, TLCP. Voilà, donc ils ont le mot explicitement dans le programme. Et l'ONU le préconise pour les systèmes éducatifs à l'horizon 2030. Voilà. Donc c'est pareil, hein, si votre inspecteur collègue vous dit il n'y a pas de philo, vous dites ben, je fais les préconisations de l'ONU, je prends de l'avance. Voilà. 2030. Ben, c'est vrai. Peu de hauteur, quoi. Voilà, un micro truc français, ces petits programmes français, là, non, là, l'ONU, quoi. Bon. Voilà. Alors, petite historique aussi, mais d'où ça vient, mais c'est important, vous allez voir aussi par rapport au paradigme que ça peut donner. Ça commence véritablement dans les années 1970 aux États-Unis. Je parle vraiment de la didactique des outils qui vont être offerts aux enseignants pour s'y mettre, avec un prof d'université et une institutrice. Alors, souvent, on l'oublie, l'institutrice. J'ai pardon, moi, je suis toujours JUFM encore, donc bon. Voilà. Donc, professeur des écoles. Anne-Margaret Sharp, voilà, il faut la réhabiliter aussi dans le travail qu'elle a fait. Lippmann était professeur de logique à l'université de Montclair aux États-Unis et il trouvait que ses étudiants, qui avaient une vingtaine d'années, avaient beaucoup de mal à répondre aux exigences de son cours. Le cours de logique, c'est vrai, bon, ils étaient nuls, ces enseignants, ces étudiants. Et donc, il dit, ben, pourquoi on ne commence pas plutôt à s'entraîner? Il va y avoir vraiment l'idée de s'entraîner, de faire une gymnastique pour exercer ses habiletés de pensée. Et il va frapper à la porte de l'école primaire de son village. Et il y a Anne-Margaret Sharp qui est là et qui lui dit, ouais, on y va. Ils ont travaillé 30 ans ensemble. Voilà. Et ils ont créé les premiers outils pour les maîtres. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment... Ça, c'est beau parce que c'est aussi une recherche collaborative. C'est que Lippmann, c'était un chercheur, mais il n'était pas en surplomb des enseignants, ils travaillaient avec. Voilà. Et ça, c'est vraiment un modèle éthique de la recherche, qu'on ne travaille pas en surplomb du terrain, c'est affreux quoi, de dire ça comme ça, mais on travaille en coopération les uns avec les autres, avec chacun nos champs d'expertise, ce que je sais faire, ce que tu sais faire, et c'est comme ça qu'on fait avancer nos pratiques et nos réflexions. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils étaient tous les deux un peu les disciples d'un philosophe américain, John Dewey. C'est super beau, John Dewey. C'est un philosophe de l'éducation, il est vraiment très important. Il a fondé un courant qu'on appelle le pragmatisme, c'est-à-dire que pour lui, la philosophie, justement, ça devait être quelque chose de concret dans la démocratie. Hein, John Dewey, c'est quelqu'un qui, justement, travaille au fonctionnement des sociétés démocratiques. Comment on peut, c'est beau une démocratie, mais comment on la vit au quotidien? Et Dewey dit que la démocratie, ce n'est pas un mécanisme formel tous les 5 ans, le vote. En fait, c'est des habitus, voilà, qu'on doit cultiver au quotidien dans la façon dont on se parle, dont on délibère, dont on décide les uns avec les autres, comment on vit et comment on habite ensemble la cité. Bon. Et que la philosophie, donc, ça doit être une expérience. On ne doit pas apprendre la philosophie, on doit philosopher. Voilà. On doit éprouver cette enquête, cette recherche. Vous allez voir, c'est très proche aussi de la démarche scientifique. Et d'où Lippmann, il appelle ça, on va créer dans les classes, avec les tout-petits, hein, dès la maternelle, ce qu'il appelle, j'aime beaucoup cet acronyme, des communautés, parce que tout y est, hein, communauté, coopération intellectuelle. On ne réfléchit pas tout seul, on est tous ensemble, on est plus fort collectivement quand on est ensemble, de recherche et philosophique.
Voilà. Alors, comment ça se déroule un atelier de philosophie avec les enfants? Quelques principes. Je vous ai mis une photo, là, ici, avec, pareil, Socrate, hein, qui préside, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, vous voyez, donc, les enfants sont en cercle, puis la maîtresse, voilà, qui est au fond et qui lit un album. Voilà, je reviendrai aussi à cette importance de la médiation culturelle pour apprendre à penser. Alors, la communauté de recherche philosophique, ça s'inspire des méthodes scientifiques. On est comme à l'intérieur d'un laboratoire. Voilà. Et on va évaluer collectivement les différentes idées qui vont être émises par les participants. On est très très loin de l'atelier de parole libre. Hein, l'atelier de philosophie, bon, je vois plein de choses, hein, et puis en plus c'est une mode, hein, donc il y a tout. Puis faut distinguer les ateliers de langage et les ateliers de pensée. En philosophie, ce qu'on cherche, c'est penser. Et de la même façon qu'on peut parler sans penser. On peut même dire, ça arrive quand même souvent, voilà, on peut penser sans parler. On peut penser sans parler. Donc, atelier de philo, ne soyez pas obnubilés par prise de parole systématique des enfants. L'important, c'est qu'ils pensent. Et qu'on leur donne les moyens, effectivement, d'exprimer leurs pensées en grand groupe, en petit groupe, à l'écrit, à l'oral. Et leur donner, j'y reviendrai, le temps aussi, tranquillement. Bon. Donc, à partir d'une question qui est souvent soulevée suite à la lecture d'une histoire, enfin d'une médiation, ça peut être aussi un extrait de film, un extrait de dessin animé, puis tout d'un coup, il y a une question qui surgit, question universelle, intemporelle. Socrate, il se l'a posé déjà. La science ne peut pas y répondre de façon définitive. Il va y avoir plusieurs réponses. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi non plus. Hein. On n'est pas dans le relativisme des opinions. Hein. Il y a plusieurs réponses possibles. Cette question classique, ça peut être « faut-il toujours dire la vérité ?» Je vous l'ai mis là. Et la deuxième, j'adore, c'est une question d'enfant. C'était un atelier sur le bonheur, CE2 à Sarcelles. Et l'enfant qui dit bah, « qu'est-ce qu'on peut se poser comme question suite à la lecture de l'histoire ?» Et j'adore. « Peut-on être méchant et heureux ?» Ouais, parce que je le voyais, pareil, il dit « mais si ça tombe dans la vie, les méchants, ils sont plus heureux que les gentils. » Merde alors. Faut-il préférer le bonheur à la vertu? Waouh, allez, c'est parti, on y va. Elles sont belles, non, mais bon, voilà. Il y a des, c'est pas toutes les séances qu'on a des kairos où tout d'un coup on a l'impression qu'il y a Descartes qui s'incarne dans le corps de Kevin, mais ça arrive. Non, mais ça arrive super souvent. Hein. Moi, donc, je suis philosophe, c'est ma culture. Et le nombre de fois, et je me dis, mais Kant sort de ce corps, je t'ai reconnu. Non, ils ont des kairos. Alors, c'est de l'étayage, hein, bien sûr, c'est pas magique tout ça, mais voilà, une lecture d'histoire, étayage, questionnement, et tout d'un coup, vous avez des questions ou des propositions d'idées qui sont vraiment magnifiques, quoi. Donc, à partir de là, bah, les enfants vont proposer des idées. Vous voyez, le vocabulaire, il est scientifique. On va formuler des hypothèses. Alors oui, alors non. On va déduire des présupposés. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que ça a comme conséquence si tu affirmes ça? On justifie les opinions. Donc, on va évaluer collectivement une validité à la fois rationnelle. Est-ce que ça tient la route? À quelles conditions ça tient la route, cette idée, cette conviction? Et éthique, est-ce que c'est souhaitable de défendre cette idée des différentes propositions? C'est une activité de jugement critique des idées. J'insiste sur ce mot parce que j'entends trop souvent aussi, je vois des ateliers de philo où on commence, où l'enseignante commence à dire on va pas se juger. Je vais dire, mais en fait, on va faire que ça. Ah, tout dépend de ce qu'on entend par juger, évidemment. Mais en fait, l'activité de jugement critique, elle est au cœur de la réflexion philosophique. Donc, ils vont développer par la pratique de la philo une pensée qui est à la fois critique, logique, rationnelle, bien sûr. Une pensée qui est vigilante. Ça, c'est Lippmann hein, qui dit ça, et Sharp. Hein. Vigilante, c'est assez joli. C'est on va prendre soin de ses idées, tourner la langue cette fois dans sa bouche. On va faire attention à ce qu'on va dire. On fait attention à ce que les autres vont dire. Voilà, c'est ça la pensée qui est vigilante. Et une pensée qui est créative, parce qu'on appelle beaucoup, on va le voir, à l'imagination. Et c'est ce qu'il appelle une pensée d'excellence. Alors évidemment, vous pensez bien, ce n'est pas en 3 ateliers philo, hein, voilà, que les enfants vont développer une pensée d'excellence.
je prends toujours l'image soit du sport de haut niveau ou de l'exercice d'un instrument de musique, hein, bah, c'est pareil, il faut s'entraîner. Et c'est pour ça que c'est super important que ce soit aussi des pratiques qui soient faites collectivement en équipe. Voilà. Mettez-vous à plusieurs, vraiment, et c'est comme ça, évidemment, qu'on voit les effets, mais comme toute pratique. J'avance, ça va? Ouais. Donc, ça va. Mais l'exercice, promis, on va faire un exercice. Les différents enjeux. Et là, vous allez voir que les enjeux de la philo avec les enfants, ils rejoignent les enjeux de l'école, en fait. Pourquoi on propose des ateliers, voilà, avec les enfants. On a eu sur l'image, c'est Nietzsche et Socrate. Vous avez reconnu Nietzsche? Voilà. Donc, pourquoi on fait de la philo avec les enfants? Et là, vous allez voir, bah, ça rejoint en fait les missions de l'école. D'abord, on fait de la philo avec les enfants parce qu'il y a un enjeu éthique de reconnaissance. Reconnaissance de l'enfant comme sujet, comme petit homme, comme dirait Fifi. Il dit souvent ça, un petit homme. Philippe Mérieux, c'était pour les intimes. Vous l'aimez ce... Voilà. Voilà, un petit homme. Voilà. Qui est digne d'écoute et de respect. Je vous invite à aller voir les travaux d'un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lévin, qui a beaucoup travaillé sur la philo avec les enfants. Et lui, ce qu'il disait, Jacques Lévin, c'est que quand un enfant pose à un adulte une question philosophique, c'est-à-dire une question délicate, angoissante, voilà, qui bouleverse, c'est normal, hein. Peut-on être heureux et méchant, voilà, faut-il toujours dire la vérité, voilà, c'est une question qui fait voilà. Bon. Les adultes, dit Jacques Lévin, sont tellement déstabilisés, angoissés par rapport à la question qu'ils ont des stratégies d'évitement. Vous allez vous reconnaître. Première stratégie d'évitement, voilà, se renvoyer la balle entre adultes. Voilà. Est-ce que le premier homme avait une maman? Ben, demande ça à papa, il est là-bas. Voilà. Papa demande ça à mamie, la sagesse, la vieillesse. Voilà. Voilà. Et mamie demandera ça à la maîtresse. La maîtresse, elle sait, autorité du savoir. Voilà. Voilà. Et la maîtresse, tu vois, demandera ça à maman. Voilà. Et... Ouais, ça vous dit quelque chose? C'était peut-être pas cette question-là, mais c'était une autre. Hein, voilà. Ou alors, évidemment, quoi, mais on l'a tous fait aussi, c'est pareil, il est 23h, oh là là, c'est compliqué, tu verras ça quand tu seras grand. Et donc, ce qui est important, Jacques Lévin dit, en fait, l'enfant n'est pas reconnu, voilà, dans ce qu'il a de plus profond, un être humain. Et quand on est un être humain, bah, c'est normal, on se pose la question de la mort, on se pose la question de l'amour, on se pose la question du bonheur, on se pose la question de la justice. Qu'est-ce qui se pose la question de la justice, hein? Voilà. Bon. Et donc, faire la philo avec les enfants, c'est leur donner un temps. C'est très court, les ateliers Lévin, c'est même 10 minutes, hein, voilà. Mais c'est juste un temps où on se pose et on dit à l'enfant, tu as 4 ans, tu as 7 ans, tu as 10 ans. Ça se fait en prison, au quartier mineur de la prison de Nanterre aussi, il y a des ateliers, et on dit, voilà, c'est normal, tu es un être humain, et en tant qu'être humain, tu peux te poser cette question-là. Et donc, c'est un temps, là où l'animateur, l'enseignant est plutôt en retrait, voilà. C'est fait en RASED, je connais pas mal de RASED qui utilisent ce dispositif-là. Et moi, pour l'avoir observé, je ne pratique pas du tout ça, mais pour l'avoir observé, notamment en prison, au quartier mineur de la prison de Nanterre, c'est le redressement des corps. Pendant ces 10 minutes-là, le redressement des corps et des visages et les face-à-face du visage. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu quand on propose cette activité-là, voilà, de reconnaissance et donc un enjeu éthique. Il y a un enjeu démocratique. Là aussi, c'est un enjeu de l'école. Ce n'est pas propre à la philo avec les enfants. Vous voyez, hein, cet enjeu éthique de reconnaissance, ben, c'est tout le temps que l'école, elle devrait être un enjeu éthique de reconnaissance. Sur la démocratie, c'est pareil. L'école, elle est. Et la pratique de la philo avec les enfants, il y a vraiment un enjeu démocratique. Voilà, je vois Nicolas Degault qui est dans la salle, il y a eu Sylvain Connac aussi. Ce sont aussi des chercheurs, des praticiens qui ont beaucoup travaillé sur le caractère démocratique des ateliers de philosophie. C'est Michel Tozzi qui a été mon directeur de thèse, hein, que certains connaissent peut-être aussi. L'idée, là, c'est de donner des fonctions de co-animation aux élèves. Il y a un président de séance, il y a des journalistes, il y a des reformulateurs. On est vraiment dans la philosophie aussi de la pédagogie freinée, institutionnelle. Et c'est l'idée, par la discussion philosophique, de faire vivre, éprouver aux enfants au quotidien des habitus de délibération démocratique. Bon. Puis un troisième courant auquel moi j'appartiens, c'est surtout porté par des profs de philo, en fait, hein, qui veulent démocratiser l'accès à leur discipline, donc c'est très didactique, hein, et avec un enjeu qui est politique. Hein, on ne réclame pas la philo avec les enfants pour avoir des postes, hein, vous voyez, c'est pas...
On le réclame parce qu'on pense que notre discipline, comme les autres, hein, pas la mettre en surplomb, mais il y a quand même une spécificité de la philosophie qui vise à développer l'esprit critique et qu'on pense voilà, que si l'école c'est un lieu politique de développement de l'esprit critique, on doit y démocratiser aussi cette discipline-là. Voilà. Et elle forme un esprit critique et elle permet de lutter contre ce qui est vraiment les deux écueils en fait, des systèmes démocratiques. On le sait en philosophie politique. Michel Fabre, qui a été aussi mon co-directeur de thèse à Nantes, il a écrit des très beaux textes en disant que nos démocraties en fait, souffrent de deux risques de dérive. Il y a les dérives du dogmatisme et il y a aussi l'écueil du relativisme. Et on va voir que la pratique de la philo avec les enfants, ça permet de penser dans cet entre-deux-là. Voilà, de lutter à la fois. Il n'y a pas qu'une seule réponse possible, mais on ne peut pas dire non plus tout et n'importe quoi. Et il y a une forme d'interprétation du monde, le mot est très important. C'est pour ça que l'interprétation des récits et l'interprétation du monde en philosophie sont très proches. Voilà. Comme on interprète un texte, il y a des indices, il y a des repères, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et en même temps, il y a une pluralité d'interprétations qui est possible. Et en fait, la compréhension du monde, c'est pareil. Il y a des indices, il y a des repères, il y a de la science, il y a des savoirs, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et en même temps, voilà, il y a une pluralité de conceptions du monde qui sont possibles. Donc le modèle d'interprétation du texte littéraire, il est très proche du mode d'interprétation du monde. Et je reciterai un philosophe qui a beaucoup, c'est Paul Ricoeur, voilà, qui a beaucoup travaillé, mais ce modèle, vous voyez, de lecture interprétative et réflexive des récits, en fait, c'est comme si on interprétait et on pensait le monde. C'est pour ça qu'on aime tant les histoires. Bon, et j'y reviendrai. Moi, j'y reviens tout de suite, d'ailleurs, les histoires, tiens, voilà. On va passer à la littérature. Et puis après, promis, on fait de l'exercice. Non, je vous tiens, là, allez-y. Ah, c'est super, voilà. Ça va. Je ne fais pas trop de digression. Moi, quand j'ai découvert la pratique de la philo avec les enfants, donc il y a plus de 20 ans, j'étais jeune prof de philo, dans l'habitus traditionnel des profs de philo. Hein. Moi, j'ai suivi tout le cursus universitaire classique des profs de philo. Bon. Et évidemment, quand j'entends parler de philo avec les enfants, mon premier réflexe, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est comme les cafés philo, quoi. Bon, c'est café, quoi, mais bon. Philosophie avec les enfants, ouais, ben, enfants, quoi. Bon. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ma fille à 4 ans, voilà, qui me pose des questions. Je dis, ouais, il y a un truc quand même, quoi. Il y a ces questions, comment on peut faire? Et comme je suis prof de philo, moi j'ai vraiment toujours quand même cette idée que la philo, il faut que ce soit rigoureux, c'est de l'exigence, c'est pas le café du commerce. Moi j'ai toujours cette petite musique de l'exigence, voilà, c'est vraiment de la philo, quoi. Et comment on peut faire en fait, par quelle médiation on peut partir pour permettre, je l'ai mis là, profondeur conceptuelle, voilà, rigueur et surtout, très important pour un prof de philo, mise à distance affective. En philo, on ne parle pas de soi, hein. Pas de vécu, pas d'intimité des élèves. Alors, je vous dis ça, il y a plein d'autres gens qui travaillent sur la philo avec les enfants qui vont vous dire le contraire. Mais moi, on ne parle pas du vécu. Comme en philo en terminale, hein, surtout, vous vous souvenez, enfin, si on vous a donné quelques conseils en méthodologie de la dissertation, normalement, on vous dit, on ne met pas je, on ne parle pas de soi, on s'en fiche en philo. On vise l'universel, le concept, voilà, nous, on, les humains, voilà, bon. Donc, pas d'intimité, pas de vécu dans l'atelier philo. Bon. Et comment, justement, pour qu'il y ait une bonne distance affective, il faut que la question philosophique, elle ne soit pas trop proche de moi. Voilà. Je donne un exemple. Bon, par exemple, si on fait un atelier philo sur qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un. Vraiment. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Aimer vraiment quelqu'un. Si on fait un atelier et que je demande aux participants, alors, on va réfléchir à partir de ton histoire d'amour. Vas-y, raconte-nous, et puis après, on va dire, bah non. Et puis, voilà. Puis, voyez, d'abord, ça ne nous regarde pas, on est dans l'intime, etc. Puis, en plus, la personne, on va être dans l'émotion, quoi. On va pleurer, on va rire, ça dépend. Voilà. Voilà. Mais on va être submergé. La mort, c'est pareil. On ne fait pas d'atelier sur la mort quand on vient de perdre quelqu'un. Hein. Non, mais voilà. Et on ne fait pas d'atelier philo sur l'amour quand on est en plein chagrin d'amour. On console. C'est comme sur les attentats, vous voyez aussi. Hein. On ne fait pas d'atelier philo. Voilà. Voilà. On console. Voilà. On donne des repères. On sécurise. Voilà. Il y a d'abord le temps de l'émotion. Voilà. Et ce temps-là, il n'est pas le temps de la philosophie. Le temps de la philosophie, c'est un temps qui est distancié, où justement, voilà, on prend du recul, on prend de la distance pour réfléchir sereinement sur l'amour, sur la mort, sur la guerre,
sur le mal, mais pas à chaud, quoi. Voilà. Donc, pas de vécu, pas d'intimité, mais il ne faut pas non plus, vous voyez, que le concept il soit trop loin, quoi. On va commencer un atelier philo et dire, bah, allez, donnez-moi les attributs du concept de l'amour. Trop loin, c'est trop loin, quoi. Donc, il va falloir incarner. Il va falloir incarner, voilà, dans des situations, dans des personnages, pour qu'on puisse réfléchir quand même sur une situation particulière, quoi. Bon. Ben, sur l'amour, par exemple, je vous le conseille, hein, atelier philo à partir de Cyrano. Il y a un très bel album illustré par Rebecca d'Outremer. Cyrano aime-t-il vraiment Roxane? Est-ce qu'on peut parler d'amour? Donc, tout ça pour dire que la littérature. Les textes classiques de philosophie, évidemment, CP, on ne va pas arriver avec un extrait de l'éthique de Spinoza, ok, didactique. On peut parler des philosophes, hein, on peut parler des philosophes. Regardez, moi j'ai Platon, j'ai Kant, il faut toujours dire la vérité, là. Et j'ai Nietzsche. Voilà. On peut en parler parce que c'est une discipline avec une histoire. Il faut se l'approprier en termes de formation aussi des enseignants, j'y reviendrai. Moi c'est facile parce que c'est ma discipline. Mais voilà, on peut leur parler des philosophes, mais on va pas commencer l'atelier avec un extrait de la phénoménologie de l'esprit. Hein. Bon, voilà. Donc, la littérature. Alors, ça vous paraît peut-être évident. Ben, moi, il y a 25 ans, ça ne l'était pas. Hein. Je tombais là-dedans, mais je me suis dit que c'était grâce à la littérature de jeunesse. Et je mets plein de parenthèses à de jeunesse, c'est de la littérature. Quel plaisir on a, nous, de les lire. Hein, voilà, donc, littérature qu'on peut leur permettre d'apprendre. Voilà. Et il se trouve que c'est vrai, mais ça, vous le savez mieux que moi aussi, hein, que la littérature de jeunesse, depuis 50 ans, je vous ai mis un petit panthéon personnel, hein, Max et les Maximons, là, ici, bon, voilà. La littérature de jeunesse contemporaine, elle aborde désormais avec beaucoup de subtilité et de complexité des questions philosophiques existentielles. Ça, vous le savez aussi, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire. Hein. Ça, c'est aussi extrêmement lié à une représentation de l'enfant. Voilà, culturelle, qui a évolué considérablement ces 60 dernières années. Et la littérature de jeunesse, voilà, panthéon personnel, hein, Tommy Ungerer. Non. Je le citerai tout à l'heure, Tommy Ungerer. Elle est toujours révélatrice, la littérature, de la façon dont on se représente le monde de l'enfance. Quand on se représente l'enfant, et c'est une vision très rousseauiste, hein, fin 18e, petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger au maximum du monde des adultes. Voilà. Quand on a une représentation, et elle est encore vivante, hein, cette représentation, l'enfant il est pur, l'enfant innocent, il ne faut pas lui parler de la mort, il ne faut pas lui parler de la guerre, comme si. Voilà, comme si. Mais quand on a cette représentation de l'enfant, petite chose innocente, ignorante, on va lui offrir, et c'est normal, hein, des ouvrages hein, qui représentent, voilà, qui sont symboliques, hein, qui sont révélateurs de cette représentation. Est-ce que vous voyez à peu près de quel ouvrage? Ouais, vous êtes sûr? J'y vais? Je monte ma diapo, on va voir. J'ai gagné? Voilà. 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 Alors, ne tuons pas tout de suite Martine, ni de Choupi, ni de Petit Ours Brun. Ils ont une fonction. Ils ont une fonction. Bon, ça c'est représentation de l'enfant, l'innocence, l'impureté. On ne parle pas de la mort, hein, évidemment, quoi. Le pire de la condition, du tragique de la condition humaine dans Choupi, c'est de prendre le train. Oh, comment va-t-il faire? Comment surmonter cette épreuve? Voilà. Sisyphe, voilà, aller chez le dentiste. Oh, bon, non. Bon, on ne meurt pas, voilà. Bon, innocence, pureté. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux grandes fonctions. Enfin, bon, je schématise, hein, vous voyez, il y a deux grandes fonctions. On pourrait me dire ça ne va pas, il y en a de 100 000. Mais voilà, je dis qu'il y a deux grandes fonctions en fait des récits pour tous les êtres humains, de l'enfance à la vieillesse, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, on a besoin de fiction d'abord pour se divertir. Martine, Choupi, Netflix. Voilà, il y a tout sur Netflix, mais voilà. C'est-à-dire, on va se plonger dans la fiction pour se vider la tête. Depuis toujours. Voilà, le monde est tragique, on a des soucis, il y a Gabriel Attal. Je le salue.
lire une connerie, on va regarder la connerie au cinéma, voilà. On veut oublier tout ça. Voilà. Bon, et c'est normal, on en a besoin. On en a besoin, c'est une fonction fondamentale. Pascal, philosophe Pascal, le divertissement, Stromae, alors on danse. Alors on danse. Voilà, ouais, on peut le faire en philo, hein, voilà, parce que les chansons aussi, certes, pas toutes, mais celle-là en l'occurrence, alors on danse, voilà, c'est une chanson pascalienne, vous ne saviez peut-être pas, mais voilà, je vous le dis. Mais sur, on va mourir, donc comme hier soir, alors on danse, voilà. Alors on danse, bon, et donc Martine, Choupi, Petit Ours Brun, voilà, ils en ont besoin. Voilà, comme nous avons besoin de ce type de récit pour nous évader, échapper au réel. Et puis, deuxième fonction de la littérature, et Ricoeur va beaucoup insister là-dessus, on va s'échapper dans ce qu'il appelle, c'est magnifique, le grand laboratoire de l'imaginaire, non pas pour échapper au réel, mais pour lui donner sens. Voilà, ça c'est une fonction qu'on pourrait appeler d'éclaircissement, ce que j'ai appelé les lumières de la fiction, voilà, dans certains de mes textes. J'ai fait ma thèse, moi, sur le lien entre philo avec les enfants et littérature de jeunesse. J'ai suivi pendant 3 ans les mêmes élèves du cycle 3 à partir du même dispositif de lecture d'albums pour montrer justement comment les enfants, avec cet entraînement, c'est pas magique, mais pouvaient s'emparer du discours, voilà, d'un texte pour eux-mêmes éclaircir leur rapport à la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la justice? Voilà. Et nous avons besoin, nous adultes aussi, d'avoir, encore faut-il avoir le loisir. C'est-à-dire que quand le travail est trop éreintant, et ça c'est une question politique, hein. Vous savez, la philosophie, Aristote le disait, c'est pour ceux qui ne sont pas esclaves. Gentil. Mais ne philosophe que ceux qui ne sont pas esclaves. Voilà. Et ce temps de la pensée, ce temps, voilà, où on peut se poser pour réfléchir sur des grandes questions, encore faut-il avoir la liberté d'esprit et que les corps et que les têtes ne soient pas trop fatigués. Voilà, donc ça c'est des questions politiques, d'offrir à tous les citoyens et citoyennes ce loisir, qui est ce loisir aussi d'avoir accès à de la culture qui permet de donner sens au réel. Donc on se plonge dans un récit, non pas pour oublier le monde, mais au contraire pour mieux le comprendre. Et ça, cette fonction de la littérature accessible aux enfants, c'est la vulgarisation du discours de la psychanalyse dans les années 70, avec le succès de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui a été le livre de chevet pendant, même encore aujourd'hui, voilà. Et puis les émissions de Françoise Dolto à la radio à l'époque, quand l'enfant paraît, et qui vont vulgariser auprès du grand public et des éducateurs, des éducatrices au sens large, cette idée que les enfants, ne sont pas des petites choses pures et innocentes. Vous savez que vos élèves sont des pervers polymorphes. Voilà, c'est ce que dit Freud, quand il dit, mais il répond à Rousseau, plusieurs siècles d'état, il dit, mais les enfants ne sont pas purs, ils ne sont pas innocents, c'est des pervers polymorphes. Voilà. Des pulsions, des désirs, des angoisses, des êtres au monde, ils voient l'ombre, pas la justice, la mort, voilà, l'amour mélangé à la haine. Voilà. C'est pour ça qu'ils adorent les contes de fées, pas la version Walt Disney, celle où Cendrillon, elle crève les yeux de ses frères et sœurs, là, c'est bien. Voilà. On jette la sorcière vivante dans le four, ouais. Voilà. Encore et encore et encore, voilà. Mais c'est normal, voilà. Donc, Bettelheim, en gros, il va vulgariser cette représentation de l'enfant comme sujet au monde, être désir, être d'angoisse, et qui a besoin, très important par rapport à notre sujet, il a besoin d'avoir accès à des grands récits. C'est un besoin. Voilà. Donc, il faut leur donner accès à des récits qui, de façon subtile, de façon intelligente, pas mièvre, pas moralisateur, voilà, mais vont leur permettre de réfléchir sur des grandes questions universelles. Panthéon, et vous mettrez tous les auteurs, autrices que vous souhaitez, mais ils sont dans la liste littérature cycle 1, 2 et 3, les voilà. On a parlé d'Yacouba aussi pendant ces 3 jours, voilà. Rascal, qui était là l'année dernière, ouais, magnifique, c'est sublime, c'est de la littérature, arrêtez de dire de jeunesse. Littérature, Célo Taref, Anthony Brown, Claude Ponty. Que les adultes n'aiment pas trop, des fois. Oui, mais parce que je pense qu'il a une forme, sa spécificité à Claude,
J'ai eu la chance de le rencontrer. Je travaille avec l'école des loisirs régulièrement sur la valorisation de leur album. Il est en connexion avec l'inconscient d'un enfant. Il a l'inconscient d'un enfant. Et ça perturbe les adultes. Bon. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous savez, c'est comme Proust. Hein. On aime, on n'aime pas, mais on reconnaît quand même que c'est de la littérature. Voilà. Bon, bah, ces auteurs-là, on les rencontre pas. Voilà, on les apprécie pas, mais on ne peut pas dénier leur extrême qualité, voilà, littéraire, leur subtilité, leur poésie, leur complexité. Bon. Pour faire référence aussi à des gens qu'on a entendus pendant ces 3 jours, rendre hommage, ça va? Ça vient l'exercice, promis. Rendre hommage à des maisons d'édition. Voilà, et notamment Talent Haut qui était parmi nous, Rue du Monde qui a été souvent parmi nous aussi, la bande dessinée, on en a parlé aussi, Mafalda, et puis aussi des albums dont on a entendu parler pendant ces 3 jours, qui est un genre majeur. Bon. Et puis on a une mode, pour terminer sur ce panorama, vous avez vu aussi, hein, ça n'existait pas il y a 15 ans, et aujourd'hui ça pousse comme des champignons. C'est la mode des manuels de philo pour enfants. Les goûters philo, il y en a 50. Le monde de Sophie est en BD. Et alors, là, c'est un petit conseil pour préparer les séances pendant l'apéro philo, pour se remettre à la discipline. Parce que quand on anime un atelier philo sur la liberté, ben, il faut se remettre aussi, d'un point de vue disciplinaire, hein, au contenu, qu'est-ce qu'on va traiter comme distinction, comme problème, quand on va traiter la question de la liberté. Je vous conseille... Promis, j'ai pas de part dans cette collection-là. Toute la philo en BD, chez Belin, je vous ai mis là, Martine Caspar, c'est super bien. C'est à destination des lycéens, pour leur permettre de résumer, mais franchement, pour les enseignants qui veulent faire des ateliers philo et se remettre à la notion, avant d'aller relire tout Aristote et tout Kant, voilà, toute la philo en BD. Elle est super, cette collection, vraiment. Bref, et on va passer à l'exercice. Je vais vous montrer, essayer de vous faire vivre autant que possible un atelier philo. 2 citations d'auteurs que j'adore. Philippe Corentin, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais je la cite à chaque fois, mais je ne peux pas m'en empêcher, elle est trop belle. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. Elle est super, hein. Voilà, donc quand on fait de la philo, ben ouais, on n'essaie pas pour qu'ils s'endorment, on se dit, ah, ça va nous bousculer, ça va nous réveiller, ça va nous faire penser... cette histoire-là, et Tommy Ungerer, j'adore. C'est une phrase qu'il a prononcée lors d'un congrès des psychologues scolaires. J'adore. Il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. Tommy Ungerer. Voilà. Donc, vous avez compris, être folâtre et traumatiser les enfants. Voilà. J'adore, je la laisse un peu... Voilà. Bon. Pardon aux experts comptables, s'il y en a dans la salle, ou qui nous écoutent. Bon, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Bon. Alors, pour dire à peu près la même chose, il y a Ricoeur. Voilà, je l'ai cité tout à l'heure, et c'est une phrase aussi que je cite énormément, quasiment tout le temps dans mes conférences. Les expériences de pensée que nous conduisons dans, que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire, quand on ouvre un livre, quand on regarde un film, un cinéma, un grand cinéma, voilà, sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Et c'est ça que je vous propose. Je vous propose de faire une expérience de pensée dans le grand laboratoire de l'imaginaire pour aller explorer le royaume du bien et du mal. Ça vous dit? On y va? On enfile. Voilà. Dans ce que je vais vous montrer, faire un peu vivre, hein, bien sûr, je ne peux pas vous faire vivre l'atelier tel qu'on fait vivre avec des enfants. Et ce que je vais vous montrer comme dispositif, c'est un atelier qu'on peut faire avec des enfants à partir de 6 ans. Vraiment, grande section, on peut faire, mais pas exactement avec le même dispositif ni le même support. Mais ce que je vais vous montrer comme atelier, 6 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Ma formation d'adulte, je le fais tout le temps, ça marche. C'est un atelier, je vais vous montrer, à partir d'un mythe de Platon. Ce mythe de Platon, il existe en album jeunesse. Voilà. Alors, le plus connu, c'est la caverne dans la République. Mais il y a aussi d'autres mythes chez Platon. Il se sert beaucoup, voilà, de la fiction. Et c'est un atelier à partir de l'anneau de Gygès. Juste petit sondage, c'est pas noté, promis. Qui connaît l'anneau de Gygès?
Génial, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Merci. Ah oui, voilà. Et ceux qui connaissent, chut. D'accord? Bon, alors. Non, ce que je vais vous montrer aussi par rapport à la recherche, c'est une recherche que j'ai pu mener justement dans le cadre de la chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants. Ça, c'est quand même la chance de pouvoir accéder à un terrain international. Elle est toujours en cours. L'atelier que je vais vous montrer, j'ai pu le mener sur au moins 50 classes du monde entier. Et l'idée, c'était d'avoir justement accès à des contextes économiques, sociaux, culturels très différents. Très différents. Ça va notamment d'une classe sur le rocher de Monaco. Je vous jure, hein, les enfants les plus riches du monde. 24 élèves, 24 milliardaires. C'est une expérience, hein, voilà. Tous milliardaires. Voilà, bon, ok. Et ils ont correspondu avec une classe de Boïcon au Bénin, fin fond du Bénin, 80 enfants sous la papalabre. Voilà. Donc l'idée, vous voyez le panel quand même. C'était, voilà, c'était... Et donc, l'idée, c'était d'aller voir justement ce qu'on appelle, pardon pour le jargon, des philosophèmes universaux, des idées, quoi. Voilà. Mais philosophèmes, voilà, des idées. Est-ce qu'en proposant le même atelier, à partir du même récit, à des enfants, a priori, hein, si différents, voilà, bon, que tout semble opposé, voilà. Est-ce qu'on va avoir des idées, des questions, des exemples très différents dans les ateliers, ou on va se pouvoir trouver quand même des invariants, quoi. Finalement, voilà, on va voir. On va voir. Donc je vous les présente, il y a Monaco, le Bénin, le Sénégal, vraiment plein de contextes, les correspondances entre eux, etc. Le dispositif. Donc c'est parti. On rentre dans le grand laboratoire de l'imaginaire. On va aller explorer les limites, bien et mal. On y va. Donc, dispositif, hein, enfant, cercle, voilà. On commence par lire l'histoire jusqu'à ce que... Donc, je vous le fais. Il était une fois... Ça, c'est magique, hein, ça marche. Grand laboratoire de l'imaginaire. Il était une fois Gygès, un berger, qui était au service du roi. Un jour... Au cours d'un violent orage, accompagné d'un tremblement de terre, le sol se fendit en deux et il se forma une grande ouverture près de l'endroit où il gardait son troupeau. Voilà, en général, je lâche l'album, on peut le compter, hein, voilà, parce qu'il est épuisé, donc si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. L'histoire, vous allez voir, est très courte. Je lâche l'album, je dis, ben, alors, compréhension, évidemment, hein, berger, tremblement de terre, le sol qui s'ouvre en deux, Gygès peut voir ce qu'il y a sous terre. Donc il descend. Et qu'est-ce qu'il voit sous terre? Allongé par terre, le cadavre d'un géant, un géant mort. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gygès s'approche. À votre avis? Il est mort, hein, le géant. Je fais mimer parfois, il y a un élève qui s'allonge par terre. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Gygès? Ouais, il prend la bague. Il prend la bague au géant, il met la bague à son doigt et il repart sans prendre autre chose. Quelques jours plus tard, nous dit Platon, Gygès se rend à une réunion avec ses camarades bergers, où ils discutent ensemble de l'état des troupeaux. Donc là, je dis aux enfants, vous imaginez, ils sont en cercle. Hein. Ben, Gygès, il est un peu comme nous aujourd'hui. Réunion. Voilà. Vous la voyez? Dans la fiche de prep, hein. Vous n'oubliez pas, hein, matériel. Hein. Voilà. Je l'avais là. Hein. Gros, en or, en or. Et je suis prof, hein, je peux. Voilà. Donc, réunion. Et Gygès, nous dit Platon, bah lui, pendant la réunion, il n'est pas très attentif, il joue avec sa bague. Et sans le faire exprès, il tourne la bague vers l'intérieur de la main et aussitôt il devient invisible. Il fait l'expérience plusieurs fois, nous dit Platon, il retourne le chaton à l'extérieur, il redevient visible. Cycle 3, ah, c'est comme le Seigneur. Oui. Tolkien s'inspire directement du mythe de l'anneau de Gygès dans la République de Platon. Harry Potter, oui. Il est fort Platon. Une bague qui a le pouvoir, un objet. Vous pouvez le faire avec Harry Potter. Hein. Si Platon, vous n'avez pas envie, il y a la cape d'Harry Potter. Pareil, c'est la même expérience de pensée. Hein. Voilà. Donc, il a cette bague qui lui permet d'être invisible quand il veut. Hein.
Il suffit de tourner la bague. Je vous lis la fin dans 10 minutes. Eh oui. Et là, groupe. Alors là, didactique de la philo, c'est comme toutes les autres didactiques. Hein. Du grand groupe, du petit groupe, de l'oral, de l'écrit, hein, pendant l'heure. Hein. Voilà, pareil. Bon. Donc, il ne reste pas 1 heure en grand groupe. Ils ne tiennent pas. Enfin, il y en a 3 qui tiennent, hein, toujours les mêmes. Ouais, moi, d'abord. Donc, petit groupe, 2 questions. C'est ça que vous allez vivre. Je vais vous demander, vous allez vous mettre en petit groupe, vous allez vous retourner, tout ça. On va le faire pendant 5 minutes. Voilà. Je vais vous poser 2 questions. Attendez, on va vous mettre en groupe, je donne les consignes. Et moi aussi, je vais en classe, hein, toutes les semaines. Toutes les semaines, hein. Bon, donc je sais. Bon. Je vais faire que ça, mais ça, je sais. Bon. Donc, et les groupes pareils, on va voir hein, comment on les fait. Bon, 2 questions. Je note les questions. 1, à votre avis, que va faire Gigès de ce pouvoir? Je ne vous ai pas lu la fin. C'est un berger. Il a une bague qui rend invisible. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Classique, hein, fin de l'histoire, tout ça. Ceux qui savent, chutent dans les groupes. Non. Et 2e question, c'est la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée. Les expériences de pensée que nous menons dans le grand laboratoire de l'imaginaire. Vous vous souvenez la phrase du Ricoeur, hein? Tac. Et vous? Et vous? Imaginez. Alors le vous voyez, c'est pas le vous de l'intime, on ne sera jamais invisible. Hein. C'est pas et toi, la semaine de qui t'es amoureux. Non, c'est laboratoire. Et vous? Imaginez. Alors il faut dire un jour d'école, hein, le lundi de la rentrée. C'est vous, je vous adresse à moi. Le lundi de la rentrée. Alors, vous revenez avec vos valises, tout ça. Et sur la table de la cuisine, il y a l'anneau de Gigès avec un petit post-it, tu l'as pour 24 heures. Donc les enfants, on les dit, bah, demain, à la table de la cuisine, il y a l'anneau de Gigès. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Consigne très importante. Dans les groupes, je ne veux pas que vous vous mettiez d'accord sur une idée. Je veux que vous ayez le maximum d'idées. Dès que quelqu'un dans le groupe a une idée, on la note. Même si on n'est pas d'accord et tout ça, on note. Voilà, maximum, maximum, maximum d'idées. Bon. Et très important comme consigne, les idées sont anonymes. Je ne veux pas savoir, quand on va revenir dans 10 minutes hein, en grand groupe, qui a dit quoi. Vous êtes sincères. Voilà. Donc, allez-y, 5 minutes, 2 questions. Voilà. Que va faire Gigès à votre avis? Et vous, le lundi de la rentrée, qu'est-ce que vous feriez? 24 heures d'invisibilité. 5 minutes. Ah, c'est parti. On est à moins 5. Et on avait dit midi 10. Voilà. On va se poser les questions. Non, non, non. 10 minutes de questions. Le temps file. Hein? Pourquoi? Mais ils le font chez eux. Tiens, serre-moi un verre. Ça finit à 45. Hein. Ça finit à 45. On peut tirer jusqu'à midi 20, je pense. Mais par contre, faut que tu... Ah, je vais aller vite. Je vais aller super vite. C'est pour ça que je te dis on est à la moitié tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, je t'ai dit on est à la moitié du temps. Ah ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Serre-moi un verre d'eau. 5 minutes. On va aller vite. Hein. Non, mais même midi 25, ça fait 10 minutes. Mais ça fait midi 25. Ouais. Je te dis, moi je dis à la fin, au revoir, merci, bonnes vacances. Donc, je vais pas prendre 3 heures. À midi, on reprend là. Non, vous. Oui, concentrez-vous sur la question.
bien. Ouais, le temps. Allez. Les enfants. Allez, allez. Nicolas fait gardien du temps. Moi, je pensais qu'il me restait encore 1 heure. Mais en fait, non. Bon. S'il vous plaît, on y va. Bien. Je ne vous ai pas laissé tout le temps, évidemment, qu'on aurait pu avoir si vous aviez vraiment vécu le dispositif. Ce que je vais vous montrer, voilà, c'est les catégories, les exemples, les idées retrouvées dans toutes les classes. Et ce que je vous propose de faire, c'est lever la main, voilà, quand vous avez, vous, eu cette idée aussi, d'accord? Bon. Toutes les classes, hein, de Monaco à Boïcon-Bénin, hein, d'accord? Toutes. Bon, évidemment, on transgresse les interdits par pur égoïsme. Voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Le vol. Voilà. Bon, s'il vous plaît, juste. Tout le monde vole. Hein. Bon, juste, ce qui est étonnant, c'est que les exemples, par exemple, qu'est-ce qu'on vole? Ça ne change pas en fonction du contexte culturel, économique, social. Ça change en fonction de l'âge. Vous pouvez calculer votre âge mental. Si vous avez décidé d'aller chourer des bonbons, 6 ans, même à Monaco, voilà. La nourriture, les ados, les objets, voilà. Et les adultes vont directement à la banque. Voilà. Tous. La fraude aux moyens de transport. Prendre l'avion sans payer. Voilà. Et alors, vous verrez, mais c'est comme pour le vol, il faut vraiment les laisser 10 minutes, hein, ils mijotent, voilà, puis ça rigole dans les groupes et tout ça. Alors là, ils disent, ah, Fio, c'est bien, c'est rigolo, c'est folâtre, hein, là, pour le coup. Et ils viennent vous voir, dire, maîtresse, dis-moi, mais par exemple, si je prends l'avion, comme ça dure 24 heures, si l'avion, il est plein, je m'assieds où? Ils s'en foutent. Ou alors, comment je fais pour revenir? Est-ce que les objets, ils se voient? Ils se mettent à rationaliser une situation purement fictive. Et là, vous leur dites, non, mais prends. Parce que, évidemment, vous voyez, là, on est purement dans la ruse pédagogique. Plus ils donnent des choses transgressives, plus ça m'intéresse pour ce qui va suivre. Hein. Mais des fois, même, ils disent, elle est folle. Je dis, ah, voler, mais quelle bonne idée, tout ça. Non, super. Et alors, juste en Afrique, sur la fraude aux moyens de transport, ils prennent l'avion sans visa. Jamais en Europe, j'ai ça. Voilà. L'espionnage. Voilà, bah oui, tout le monde, bah oui, allez-y. Voilà. Étonnant. 6 ans. Écoutez ce que les copains et les copines disent de moi quand je suis pas là. Donc si vous avez pensé aux collègues, 6 ans. Voilà. Ah ouais. Anonyme, c'est anonyme. Voilà. Voilà. Les conjoints, tout ça chez les adultes. Les ados, c'est... Alors, les garçons, vestiment les filles. Voilà. Les ados, les 14-15 ans, là, dans la salle, les stars dont elles sont fans dans leur intimité. Ouais. Mais on ne veut pas savoir. Voilà. Et les adultes, les lieux de pouvoir. Faire des blagues, faire peur, se venger. Tu fais une blague à qui? À la maîtresse. Oh, super, ouais. Bon. Excellente idée, on note, voilà. Se faire plaisir, échapper aux contraintes, bien sûr. On ne va pas à l'école. Je ne sais pas, vous avez... Bon. Voilà, on ne va pas à l'école. On se balade tout nu. Bon. On conduit la voiture, 6 ans, bien sûr. On regarde des films interdits, voilà, super. Bon, ok. Et puis après, on transgresse les interdits, mais attention, c'est plus pour ça, c'est pour les autres. Et dans l'idée de rendre la justice plus marginale, mais quand même, voilà. Et là, on a les Robins des Bois, voilà. L'espionnage des lieux de pouvoir pour dévoiler au monde des secrets cachés, on ne veut pas savoir. Les Snowden, voilà. La zone 51, par exemple, les ados, la zone 51, voilà. Bah, c'est un truc où il y aurait des extraterrestres, ils veulent savoir, bon bref. Et le meurtre. Alors, mais attention, hein, excellente idée, hein, voilà. Non mais attendez, je vais vous raconter un truc. Et alors, donc, entre 2016 et 2020, j'avais Donald Trump. Là, c'est Poutine. Voilà.
Et au moment des élections, je peux avoir Macron, excellente idée, Le Pen, excellente idée, Mélenchon, Zemmour, enfin voilà. Et Erdogan, je l'ai fait donc au lycée français d'Istanbul, Erdogan, je me souviens, la tête du proviseur, il dit, je vais faire 30 ans de prison à cause d'elle, excellent. Bon, bref. Bon, je vous mettrai le PowerPoint, j'ai pas le temps, je vais vous montrer des traces écrites. Vous voyez, là, on est à Bamako, on est en 3e, ils volent, ils tuent les présidents pour la planète et pour la démocratie. Voilà. Se venger, brûler l'école, quelle bonne idée, excellent. Voilà. Libérer les prisonniers, par exemple, le cousin, voilà, aller voir la zone 51, etc., etc. Là, vous voyez, là, on est à Istanbul, j'ai pas le temps de vous montrer, vous les regarderez. Là, c'est pareil, on a Toubab Diallo dans un petit village à 50 km de Dakar. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils volent, ils trichent, ils tapent, ils tuent, et tout le monde, comme vous, voilà. Et donc, à partir de là, vous voyez, on peut mener des discussions. À partir de là, voilà, ben on réfléchit. Regardez votre tableau. On s'est imaginé invisible d'une journée. Et puis là, ben pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut? Parce qu'on est bien d'accord, voilà, tout ce qu'on voit là, c'est des choses, c'est beaucoup interdit quand même, hein, d'accord, hein, bon. Ben pourquoi? Et là, je n'ai pas le temps de développer, mais on a des belles séances, voilà, de réflexivité sur la fonction des lois, voilà, qui peuvent être aussi des signes de protection, donc d'amour, des lois qui sont arbitraires, et voire des lois qui sont injustes parfois, hein. Voilà. À quoi ressemblerait un monde sans loi? On a des belles séances aussi de philosophie politique, hein, l'état de nature chez les philosophes, hein, et donc fonction de la loi dans la cité, où les emmener du côté de la morale. Mais d'où ça vient? Comment on peut savoir que quelque chose est bien et que quelque chose est mal? Voilà. On peut faire un exercice de cueillette de questions, on peut demander aux enfants eux-mêmes de formuler des questions. Je vous en montre juste quelques autres parce qu'elles sont vraiment très très belles. Regardez, à Istanbul, ils ont voté pour la question, ils ont vécu GIGES, etc. Et ils ont formulé des questions. Et leur question qui est sortie, c'est est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Des CM2 6e à Nouméa, l'homme est-il bon ou méchant? Elle est belle, hein? À quoi ressemblerait un monde sans loi? Qu'est-ce qu'un pouvoir juste? Et juste, voilà, vous voyez peut-être pas, je vais vous les dire, on est en CM1, CM2 à Saint-Louis au Sénégal. Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? C'est vrai, hein, ouais. Bon, c'est un bel exercice, la cueillette de questions. Il faut de l'étayage, évidemment, il faut du temps, mais il faut leur faire confiance, ils font des très belles choses. Et juste pour terminer là-dessus, quand je suis allée au Bénin, donc moi je suis allée avec mon conte occidental, hein, Platon, et ils m'ont offert un conte béninois que je ne connaissais pas. C'est le planteur et la bague. Et c'est un planteur qui découvre une bague, qui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut sans être puni. Universalité, voilà, des récits et universalité de la philosophie. Et là, je pense que vraiment, par ce type, vous voyez, d'atelier, ben, on peut faire vivre en acte, pas leur faire un discours descendant, il faut, machin, truc et tout, mais on leur faire éprouver la fraternité, parce qu'au-delà de nos différences particulières, qu'il ne s'agit pas de nier, hein, bien sûr qu'il y a des différences, et donc il y a aussi des inégalités, hein, et elles sont criantes, hein, mais au-delà de nos différences, ben, on est quand même unis, voilà, par ce lien de la raison, par ce lien des récits, et que peut-être que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. En conclusion, j'ai combien de temps? 10 minutes? Ouais, tu peux. Allez, 10 minutes. Et puis après, on passera à une phase de questions. Je voudrais insister sur la dimension donc, politique du métier, donc prendre un peu de recul. Ah oui, ouais. Pardon. Il va au château du roi, il séduit la reine, il tue le roi et il devient despote. L'anneau de Gigès. On pourrait passer beaucoup de temps pour pourquoi c'est un dialogue entre Socrate et voilà, bon, pourquoi... Bon, bref. Bon, allez, petit moment un peu plombant, d'accord, sur le politique, mais pour donner de l'espoir aussi, Gramsci, elle sort beaucoup, hein, cette phrase-là, mais c'est vrai qu'elle est assez terrible parce qu'elle est parlante, en fait. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Voilà, et je vous ai mis à côté une gravure de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Voilà. Bon. En conclusion, je voudrais parler d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt. Voilà, une femme philosophe, hein, d'accord. Bon. Voilà, et justement sur la dimension profondément politique du métier d'éducateur, d'éducatrice au sens large du terme. Hannah Arendt, c'est une philosophe juive qui grandit dans les années 30
donc avant l'avènement du nazisme, et elle est biberonnée, elle est vraiment nourrie par la philosophie des Lumières, Rousseau, Diderot, les encyclopédistes, Emmanuel Kant. Pour les philosophes des Lumières, je crois que c'est important aussi de revenir à cet espoir-là. Ils vivaient sous des monarchies de droit divin, sous des dictatures, il n'y avait évidemment pas d'instruction. Bon. Et pour les philosophes des Lumières, la seule solution pour sauver le monde de la barbarie, c'est l'accès au savoir. Voilà, le savoir libère, le savoir émancipe, et le savoir vraiment va sauver l'humanité de la barbarie. Il y a un texte de Kant, et plusieurs textes de Kant, mais qui sont magnifiques. Il y en a un qui s'appelle « Projet pour une paix perpétuelle ». Il écrit ça tout seul dans son bureau à Königsberg. Là. Voilà. Il vit sous une monarchie, une dictature, la Prusse. Hein. Voilà. Et il écrit des écrits qui sont c'est de la science-fiction politique. C'est de la science-fiction politique, il ne s'arrivera peut-être jamais. Rousseau aussi, il meurt 10 ans avant la Révolution française. Hein. Le contrat social, il ne connaît pas. Pour eux, c'est de la science-fiction. Mais ils disent, bon, on imagine, on imagine. On imagine un jour, on ne sera plus sous des monarchies de droit divin, on vivra dans un monde qui sera démocratique. Ah, les hommes hein, qui votent, hein, bon, ouais, mais bon. On vivra dans un monde démocratique, laïque, hein, c'est un penseur de la laïcité, on sera émancipé de la tutelle des religions, et les hommes, avec un petit h à l'époque, grand homme aujourd'hui, hein, pourront décider par eux-mêmes de l'avenir de la cité. Et il y a une condition à ça, et Rousseau le disait aussi, hein, ça ne sera possible qu'à une condition, mais justement, à ce moment-là, il ne va peut-être pas arriver parce que cette condition-là, elle est impossible. Hein. Il faudrait que tous les enfants ils aillent gratuitement à l'école. Voilà. Mais ouais, il n'y a que ça. Mais il disait, mais ça n'arrivera jamais, évidemment, quoi. Voilà. C'est bien de rappeler, quoi. Aussi ça, voilà, on est de cette utopie politique qui était de la science-fiction, quoi. C'est qu'un jour, voilà, on arrachera les enfants du monde du travail et qu'on les mettra gratuitement dans une institution et ils vont apprendre. Et c'est grâce à cette institution-là que pourront vraiment faire vivre les démocraties et sauver le monde de la barbarie. C'est une super belle foi, voilà, cette foi des Lumières. Hannah Arendt, elle grandit dans cet espoir, dans cette foi-là. Arrive le nazisme, ce qu'on appelle en philosophie le scandale Auschwitz, je crois. C'est-à-dire que la foi des Lumières, elle s'effondre. Voilà. Et elle assiste, Hannah Arendt, justement, au procès d'un haut dignitaire nazi qui s'appelle Eichmann. Et Eichmann, c'est un homme qui a du savoir, qui est cultivé, qui est poli. Politesse. Au secours. On peut être poli et être un barbare. Voilà. On peut être cultivé et être un barbare. Ça, pour ces philosophes, ça, c'est un truc qui tombe, quoi. C'est bon, voilà. Ils essayent de comprendre pourquoi. Comment on peut être à la fois cultivé et barbare. Et donc, elle assiste au procès d'Eichmann. Je vous la fais vite, hein. Bon. Et elle fait une distinction qui est importante. Elle fait une distinction, en fait. Eichmann, il est intelligent. Il est cultivé, mais il ne sait pas penser. Voilà. Et ça, c'est une distinction importante. Elle dit, le savoir, ça peut rendre intelligent, mais le savoir, en fait, normalement, pour faire vivre des démocraties, ce n'est pas l'intelligence, c'est la pensée. Voilà. Et c'est ce qui montre que ce qu'elle va appeler la banalité du mal, c'est que Eichmann, il est incapable, par exemple, de faire la distinction entre le légal et le légitime. Pendant son procès, hein, c'était un haut dignitaire nazi, hein, il dit « mais je ne vois pas pourquoi je suis jugé, j'ai appliqué des lois ». Comment on peut me juger alors que j'ai appliqué la loi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Elle dit, alors c'est peut-être du déni, etc., puis c'était un vrai idéologue hein, nazi, mais elle dit on peut être intelligent rationnellement, on peut être très poli, voilà, et être un barbare. Et c'est bon, voilà, je sais pas. Et elle dit, c'est cette phrase-là qu'on voit aussi souvent, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Bon. Autre philosophe, pour en venir à la conclusion, et donc voilà, c'est ça que je voulais en dire aussi, elle appelle de ses voeux, Hannah Arendt, à la création d'oasis de pensée. Une démocratie ne peut véritablement survivre, vivre et sauver le monde de la barbarie que si les citoyens et les citoyennes ont le temps, voilà, de se poser, d'avoir des oasis. Voilà, on se coupe de l'affairement du monde, voilà, pour faire vivre l'idéal démocratique. Autre philosophe, je parle des femmes philosophes, voilà, contemporaines. Si vous ne la connaissez pas, moi je vous invite vraiment à lire ce livre-là, il est limpide. Il date de 2011, et les émotions démocratiques, comment former les citoyens au XXIe siècle. Martha Nussbaum, philosophe américaine,
Elle dénonce dans cet essai, en fait, les politiques éducatives au niveau mondial, qui, de plus en plus, dit-elle, hein, délivrent une vision techniciste. Ça nous parle, hein? Techniciste. Voilà, le métier d'enseignant, ce sera un métier de technicien, où on applique un manuel. Voilà. Non. Voilà. Et que les humanités, les arts, la littérature, la philosophie, tout ça, ce serait évincé. Le lycée professionnel. Ça, hein, ce qui est en train de se passer. On évince. Voilà. Tout ce qui pourtant, dit Martha Nussbaum, mais elle se réfère aussi à Matthew Lipman et à Hannah Arendt, elle dit, mais enfin, les systèmes éducatifs mettent de côté ce qui est vital pour les démocraties. Voilà. Cette phrase, regardez, elle dit 2011, hein, de profonds changements affectent ce que les sociétés démocratiques enseignent aux jeunes et ces changements n'ont pas été suffisamment examinés. Avides de profit national, les États et les systèmes éducatifs bradent avec insouciance des atouts indispensables à la survie des démocraties. Si la tendance se prolonge, on est en 2011, hein, les États du monde entier produiront bientôt des générations de machines efficaces, des tableaux Excel, mais non des citoyens complets, capables de penser par eux-mêmes, de critiquer la tradition, de comprendre ce que signifient les souffrances et les succès d'autrui. L'avenir des démocraties mondiales est en jeu. Alors, 2011. Et c'est là où je vais en terminer, vraiment, je termine, c'est que les ateliers de philosophie, ça nous donne, j'ai essayé de décrire ça, le paradigme de ce que devrait être l'école au quotidien. L'école devrait être une oasis de pensée, voilà, pas seulement par la pratique de la philo, mais dans toutes les disciplines, dans une éthique de relation à l'enfant, coupée de l'affairement du monde, pour prendre de la distance, que j'aime ça, pour penser, trouver sa place dans une agora délibérative qui instaure l'égalité de la parole et dans le respect des différentes opinions. C'est donc toute l'école qui devrait être une oasis de pensée. Et oui, ici, on parlait d'utopie, allons-y, quoi. Allons-y, réclamons cette école et donnons-nous les moyens. Et je vais essayer de décrire aussi des pédagogies, une pédagogie de l'enquête et non de la transmission passive des savoirs. Une pédagogie du sens, une pédagogie de l'intelligence collective. Je n'ai pas le temps de développer, puis en plus, il y avait plein... Vous ferez aussi la résonance par rapport à tout ce qu'on a entendu en termes de conférences. Pédagogie critique des valeurs, j'ai entendu les conférences sur l'égalité garçon-fille. Ça ne sert à rien, les injonctions et le catéchisme républicain. C'est même contre-productif. Les enfants, il y a des enfants qui sont en situation de conflit de loyauté vis-à-vis des familles. Il faut faire ça de façon intelligente, de façon subtile. Voilà. Si on veut véritablement que nos élèves s'approprient voilà, ces valeurs dont on parle là, qui sont issues des Lumières, hein, et une pédagogie de la lenteur. Voilà. Ouais. Donnez-nous le temps. Prendre le temps. Donnez-nous. Il n'y a rien qui se fera de tout ça si, justement, nous aussi, on n'a pas ces oasis. Et ces oasis, c'est les temps de formation. Là, on a vécu une oasis. Hein. Là, c'était une oasis. Et tous les ans, ça devrait être obligatoire. On emploie le mot formation. Allez, oasis. Hop, voilà. On part en oasis. Après, il faut faire attention. Les mots, après, il y a des mots, on n'en peut plus. C'est comme le mot empathie. Voilà. Bon, voilà. Ben oui. Voilà. Le parrain de la chaire UNESCO, je suis très fière de ça, c'est pareil, c'est un philosophe allemand contemporain, il s'appelle Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Il dit justement que notre modernité, elle est malade de l'accélération. Voilà, et qu'il faut absolument, justement, que l'enjeu de l'école, on retrouve ces temps-là, d'où les luttes collectives qui sont nécessaires pour réaliser un jour cette utopie éducative. Voilà, et je vous remercie. On lâche rien. On lâche rien. Merci.
merci. Un très grand merci pour cette intervention. Je crois que les applaudissements témoignent vraiment de ce qu'on a pu ressentir les uns et les autres en écoutant ton propos. Est-ce qu'il y a tout de suite, est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Alors c'est pas facile de me parler après Edwige. Hein. C'est clair. Il faut regagner cette bataille du langage. Hein. C'est vrai, ça me semble tellement essentiel à tous les niveaux, de rien lâcher sur cette bataille des mots. Vas-y. Bon, ben je me lance. La philosophie, c'est aussi penser en dehors de ses préjugés ou contre ses préjugés. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de Paul Ricoeur parce que de ce que j'avais entendu sur son lien avec Macron, j'avais pas du tout envie d'aller regarder ce qu'il y avait dedans. Mais c'est complètement con de ma part. Et donc, merci. Non, allez voir Ricoeur. Je sais pas, je crois qu'il a dû le voir un quart d'heure. Hein, mais, enfin, j'en sais rien. Mais bon, rien à voir. Quoi. Ricoeur, c'est vraiment un très grand penseur de l'éthique. Voilà. Mais c'est fou comme dès qu'on a... Ricoeur, on pense Macron, empathie, mais on ne va plus en entendre parler. Voilà. Dans le chic, hein, quand même. Hein. Et le pire, vous avez vu, c'est que Attal, sur les cours d'empathie, il a parlé de la fille à l'école. Je dis vénère, quoi. Je dis, mais parle d'autre chose, quoi. Les chorales. Ceux qui font la chorale, l'empathie, faites de la chorale. Lâche ça. Pardon, hein, mais. Ouais. Bonjour. Ouais. Je suis là. Je suis là. Elle est invisible. Elle est invisible. C'est l'anneau de Gigès, mais hop, je l'enlève et c'est bon. Tout le monde peut me voir. Merci beaucoup. Et je me demandais si ce ne serait pas possible d'avoir ce type de formation aussi à l'INSPE, parce que j'en sors. Enfin, j'étais l'année dernière et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de penseurs. Alors, on était bien sûr en attente aussi de cours un peu techniques qui nous donnent des billes, mais j'ai eu un professeur qui nous a parlé, pas de philo, mais de notre rôle, comment dire, oui, alors pas politique, mais notre liberté pédagogique au niveau du fait qu'on n'était pas tenu par un certain nombre de textes et que finalement, nous, c'était le code de l'éducation qui allait nous donner notre mission. Et pas tel éduscol, tel site, tel... voilà, alors qu'on nous a quand même, par ailleurs, beaucoup harcelé au niveau technique, au niveau qu'on devait avoir la fiche de prep, comme ci, comme ça, et pas laissé libre, ce qui, du coup, a formé aussi pas mal de professeurs qui n'ont pas conscience de leur liberté de penser, quelque part. Voilà, c'est pas fort. Inutile de vous dire qu'à l'INSPE du Mans, ils en bouffent. Hein, de la... l'INSPE de Nantes, j'ai plusieurs collègues aussi. Ça dépend des INSPE. Il faut qu'il y ait effectivement des formateurs qui s'emparent de ces pratiques-là. Il y en a quand même un certain nombre. Et certains ont été peut-être à l'IUFM à l'époque de Montpellier, où il y avait Michel Todzi. Chez Créteil, justement, il y a Julien Delay qui a parlé et qui forme aussi sur le site de Bonneuil. C'est forcément aléatoire. Après, il n'y a pas que la philo avec les enfants, bien sûr. Après, c'est des maquettes qui sont... et puis, chaque formateur forme à la spécificité qui est la sienne. Mais cela dit, moi, je suis d'accord pour qu'il y ait évidemment cette pratique partout, mais pas... Vous voyez, quand Gabriel Attal parle de mettre de la philo avec les enfants, on pourrait dire « Ouais, elle devrait être contente ». Ben non, je ne suis pas contente. Parce que ça ne peut pas se faire dans un système qui est méprisant. C'est la tension schizophrénique que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas casser la maison, voilà, et nous demander d'être empathique. Voilà. Voilà. Donc, cette pratique-là, elle s'inscrit dans une politique globale de l'école, voilà, et ça ne peut pas être un gadget, voilà, qui viendrait masquer la casse du service public. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'inscrire cette pratique-là dans une vision beaucoup plus globale de l'école. Et voilà, les luttes, elles sont là, elles sont à venir. Ça va être dur, mais bon, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix.
Et cette bataille du langage, vraiment, c'est important, il ne faut pas lâcher. Quand on dit qu'il faut revenir aux fondamentaux, mais revenir. Vous connaissez beaucoup, enfin, ce que j'essaye de dire dans l'interview que j'ai donnée à Fenêtre sur Cours, vous connaissez beaucoup de collègues qui se lèvent le matin en CP et qui disent « je ne vais pas lui apprendre à lire ». Mais... Enfin, c'est insultant. Dire on va revenir aux fondamentaux, c'est insultant. Voilà, c'est insultant tout ça. Voilà. Donc il faut regagner cette bataille du langage et pas lâcher, quoi. Une demande d'intervention. De la même façon, est-ce que vous avez réussi à vous infiltrer sur la formation continue dans votre académie? La formation continue, de moins en moins, on est appelé de temps en temps, alors pour faire formation, j'allais dire information, parce que quand c'est 3 heures un mercredi après-midi, je suis désolée, moi j'appelle pas ça de la formation, j'appelle ça de l'information, il y a de la sensibilisation. La formation, il faut du temps, c'est des pratiques qui sont exigeantes, comme tout. Hein. Comme je disais, toutes les communications, j'entendais didactique des maths, le PS, l'inclusion. Je dis, waouh, mais comment ils font, quoi? Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même une très grande violence institutionnelle, parce que vous êtes là, vous venez vous former, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et le temps qu'il faudrait pour vous permettre justement de bien vivre la polyvalence, parce qu'on y tient à la polyvalence, mais rien ne se fera sans un vrai temps de formation. Et le temps de formation, c'est l'oasis, c'est on quitte aussi. Hein. Évidemment, c'est pas le mardi à 17h devant l'ordinateur. Voilà. C'est 15 jours, c'est 3 semaines, c'est on coupe. Voilà. Dans des moments aussi où on est en présence. Voilà, on fait des banquets, alors on danse, on défolâtre. Voilà. Ça ne se fera qu'à cette condition. Il faut qu'on revendique des vrais temps de formation. Voilà. C'est la condition. Voilà. Tout le reste, toutes les injonctions qu'ils nous donnent, ça ne sert à rien si on n'a pas ces temps-là. Et ce que je disais aussi, c'est que c'est violent d'entendre ça, parce que les parents l'entendent, parce que voilà, et on se met à culpabiliser parce qu'on ne peut pas le faire, et c'est pour ça que j'ai cette situation qui est perverse. Ah, oui. Oui, bonjour. Merci encore. Et moi, c'est le prolongement de ce que vous dites là. De façon très concrète, et puisqu'on ne lâche rien, qu'est-ce qu'on peut faire dès demain si... je me souviens l'année dernière, on parlait de sociologie à l'école. Donc sociologie, philosophie, si demain on veut justement y aller, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, je ne sais pas, je pensais peut-être CPC sur ces questions-là, comment faire ou être un enseignant référent qui peut-être aurait du temps pour animer des débats philosophiques ou des séances de ce type-là. Donc comment faire? Est-ce que déjà, on peut trouver des occasions où est-ce qu'on, dans cette oasis-là qui existerait peut-être, est-ce qu'on peut avoir des... À défaut de formation, voilà. Quoi. Oui, à défaut de formation, il y a quand même beaucoup de ressources qui existent. Bon, encore une fois, hein, on est bien d'accord, rien ne vaut la formation présentielle, etc. Bon, maintenant qu'on ne l'a pas, voilà. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans à travailler sur la philo avec les enfants, il n'y avait rien comme ressources. Aujourd'hui, votre difficulté, ça ne va pas être de les trouver, ça va être de les choisir. Tellement il y en a. Toutes les grandes maisons d'édition, par exemple, ont un manuel de philo pour enfants. Il y en a chez Hatier, il y en a chez Hachette, il y en a chez Nathan, il y en a chez Retz. Voilà. Vous pouvez faire un marché en termes de manuel, mais on sait bien qu'il ne suffit pas d'ouvrir un manuel, même s'il est excellent, bien, mais voilà. Non, ça ne suffit pas. Mais bon, à défaut, il y a des canopées, voilà, des sites institutionnels, parce que c'est pareil, sur Internet, il y a tout, il y a n'importe quoi. Mais canopées, il y a des conférences, il y a des cycles, voilà, où vous pouvez vous informer sur ces pratiques-là. Et puis après, bien sûr que c'est de l'auto-formation, c'est dommage, hein, mais les ressources existent. Sur Canopée, vous trouvez des vidéos. Le collectif, parce que bon, c'est quand même des pratiques on n'a pas vraiment de sociologie de la pratique de la philo avec les enfants, c'est très dommage, j'adorerais avoir une thèse là-dessus.
Bon. Mais vous avez bien dans votre département, voilà, quelqu'un qui pratique, qui a été formé, qui s'est formé, donc s'appuyer sur du collectif, voilà, et se lancer, quoi. Vous avez quand même des ressources pédagogiques avec lesquelles vous pouvez vous lancer. En attendant qu'on soit au pouvoir. Trois ans, c'est rien, 3 ans. D'autres demandes d'intervention. Donc, encore merci à toi. Merci à vous. Ah, vraiment. Je voudrais aussi quand même qu'on remercie l'ensemble des chercheuses, chercheurs, intervenantes et intervenants grâce à qui on a pu nettement enrichir notre réflexion pendant ces 3 jours. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à avoir ce type d'événement. Surtout au moment où on a un ministre, tu as fait allusion, qui continue à s'enferrer dans une politique éducative centrée sur des pseudo-fondamentaux, qu'on ne ferait pas, bien évidemment, et aussi sur l'imposition de bonnes pratiques. Il est vraiment essentiel pour nous de continuer à montrer que la recherche en éducation est riche en travaux, en propositions, et qu'il faut qu'on s'en empare syndicalement. C'est essentiel pour ce qu'on veut continuer à faire. On est dans un temps où le ministre multiplie les réformes néfastes en un temps record. Guylaine l'a évoqué dans son introduction vendredi. Et je crois qu'on peut dire qu'on n'aura pas trop de notre intelligence collective pour construire la résistance et les mobilisations afin de mieux réinventer notre métier. Alors après cette période particulièrement difficile, nous vous souhaitons à toutes et à tous les vacances les plus reposantes possibles et un bon retour chez vous. Juste d'un point de vue très pragmatique pour rappeler que